sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with Mais c'est l'Accor Arena, les gars. On dit plus t'as des places pour Céline, on dit t'as des places pour Agathe, si je peux me permettre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Évidemment, on va parler bien-être dans cette émission. Je suis entourée par les meilleurs, Sarah Cadour, Arnaud Loquet. Mes danseurs. Et mon choriste Adrien Chavoche, médecin généraliste quand même à 16h. 9 Français sur 10 le disent, danser leur fait du bien. Mais franchement, qui n'a jamais ressenti ça? C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'une chanson qu'on aime passe à la radio pour que, je sais pas, il y ait quelque chose qui se déclenche en nous, qu'on commence à fredonner, on commence à taper du pied comme les possédés du public, on se met à bouger, on fait des petits mouvements d'épaule, même les gens les plus relous, vous avez remarqué, arrivent quand même à faire un petit mouvement d'épaule. Et derrière ce geste qui paraît totalement anodin, en fait, il se passe beaucoup de choses, parce que la danse agit sur nos émotions, elle agit sur notre mémoire, notre confiance en nous et notre rapport aux autres. Et celle qui nous a donné envie de consacrer une émission à ce sujet, c'est notre invitée du jour. C'est la neurobiologiste Lucie Vincent. Elle s'est passionnée pour les effets de la danse sur le cerveau au point d'en faire un livre. Et ce qu'elle raconte est absolument fascinant parce que notre cerveau, il est littéralement programmé, en fait, pour aller danser. Et d'ailleurs, le philosophe Nietzsche le disait déjà, je considère comme gaspillée toute journée où je n'ai pas dansé. Et puis, autre penseur de notre époque, Stromae. Alors on danse. Vous voyez, ça marche. Calmez-vous, Sarah, tout de même. Sarah, elle est toute en queue de cheval de gauche à droite. Alors ce matin, on va voir pourquoi notre corps a tant besoin de bouger en musique et pourquoi la danse pourrait être bien un des antidépresseurs naturels les plus efficaces qui existent. Et Sarah, oui. Vous avez le rythme dans la peau, vous venez de le prouver. Dans la queue de cheval. C'est un truc de fou. Vous voyez bien, Agathe, moi je peux pas m'empêcher de danser. Voilà, dès que j'entends de la musique, je secoue la tête, les pieds, les épaules, les bras chauve-souris, tout y passe. Voilà, comme si mon corps parlait à ma place. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous. Parce que quand on... Jamais, Agathe. Ouais. Quand on y pense, la danse, ça existe depuis la nuit des temps. Absolument. Bien avant les salles de spectacle, les clips ou les boîtes de nuit, les êtres humains dansaient déjà. Ils dansaient autour du feu pour célébrer une naissance, une récolte, une victoire. Ils dansaient pendant les mariages, les fêtes religieuses, les rites de passage. Certaines peintures rupestres vieilles de plusieurs milliers d'années représentent déjà des groupes d'hommes et de femmes en train de danser. C'est dingue. La danse traverse les époques et les continents. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, dans les villages les plus isolés comme dans les plus grandes métropoles. Les pas changent, les musiques et les traditions aussi, mais l'envie de danser, elle est toujours là. Comme si danser faisait partie depuis toujours de nous finalement et que notre corps avait en mémoire ce besoin très ancien de bouger ensemble, de partager des émotions et de créer du lien avec les autres. D'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse une petite vague collective comme ça, si Wagon. ça vous dit. Oui, allez, ça part de vous, Agathe. Hop là. Hey, il y a un truc. Wouhou. Même dans le public. Mais oui, ils sont comme des possédés aussi. En revanche, au niveau de la Corée, il y a des trucs à revoir. À répéter. Alors, Adrien, pourquoi on a tout de suite envie de bouger quand on écoute une musique entraînante? Est-ce que la danse, elle est imprimée en nous, finalement? Alors, profondément. Évidemment, quand on écoute de la musique, il va se passer quelque chose qui tombe sous le bon sens, c'est que notre oreille l'entend, notre cortex auditif le traduit en symphonie, en musique, ça nous plaît pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que la danse, la musique, pour notre corps, c'est le mouvement. Dès qu'on entend de la musique, il se passe quelque chose d'assez fabuleux, ça active nos chaînes motrices, notamment le cortex prémoteur qui prépare le mouvement, c'est-à-dire on écoute quelque chose, on se prépare à bouger ce que l'on entend. Et ça, c'est inné, spontané. Quel que soit le rythme, la musique qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit bon danseur ou danseuse, très mauvais comme moi. Ne me montrez pas quand vous dites bonne danseuse. Bonne danseuse, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui danse aussi mal, quand même. Ah, vous ne m'avez pas vu. Ah non, Sarah et Arnaud, non, c'est impossible. Oui, non, là, franchement... Oui, non, Agathe, c'est de la danse approximative. Oui, voilà. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de la danse, c'est un mouvement. C'est un mouvement, voilà. C'est ancré dans
dans notre cerveau depuis la nuit des temps, depuis le bercement même de notre maman. La musique, le son, c'est le mouvement. Alors pourquoi est-ce que la danse nous procure autant de plaisir? Pourquoi est-elle si bénéfique pour notre corps et pour notre cerveau? Puis surtout, comment remettre un peu plus de mouvement et donc de joie aussi dans nos vies? C'est ce qu'on va voir avec notre dossier du jour. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avec grand plaisir, toujours. Alors, vous êtes neurobiologiste, vous avez écrit cet ouvrage passionnant qui s'appelle « Faites danser votre cerveau ». C'est chez Odile Jacob. Comment une spécialiste du cerveau vient-elle à s'intéresser à la danse? Mais je pense que c'est absolument central. Je m'intéresse très particulièrement à ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, c'est-à-dire comment le cerveau se modifie en fonction de notre vécu, notre environnement, notre vie intérieure, nos hormones, etc. Et la danse, c'est un exemple très typique de ça, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand on bouge, on est en train de fournir de nouvelles informations au cerveau, et il est en train de créer de nouveaux réseaux. Donc la danse rend carrément plus intelligent, en fait. Ah oui, carrément. Bah, disons, on va bouger un petit peu. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Vous expliquez dans votre livre que la danse transforme littéralement notre cerveau, qu'elle peut même favoriser, donc, vous le disiez à l'instant, presque l'intelligence, en tout cas de nouvelles connexions neuronales. Comment ça se passe concrètement? Mais Est-ce que c'est instantané déjà? Mais oui, c'est instantané qu'on répond au mouvement, c'est sûr. Et il faut savoir que la danse, ça se passe sur plusieurs niveaux. Et il y a cette façon de bouger sur un rythme qui est un début, de bouger sur un rythme imposé par la musique, ça c'est autre chose. Le fait de bouger avec des gens autour de nous, et puis le fait d'apprendre des chorégraphies et de faire une danse un peu plus évoluée. Alors à chaque étape, il se passe des choses dans le cerveau. Et je dirais la toute première étape, le fait juste, comme on disait Adrien à l'instant, le fait de bouger sur une musique qu'on entend, que tout le monde sait faire, quand les gens disent « je ne sais pas danser », évidemment on sait faire ça, rien que ça, il y a une libération d'endorphines qui nous fait du bien. Ensuite, toutes les autres étapes viennent se greffer là-dessus, et à la fin, il y a établissement de neuroréseaux neuronaux entre le contrôle du mouvement dans le cervelet et le centre des émotions et le centre de tout ce qui est cognition. Et donc, oui, c'est immédiat pour une partie, et puis c'est progressif pour d'autres parties. Et au fil des étapes, on se construit une nouvelle conscience de soi et une nouvelle confiance en soi. Mais à quelle fréquence il faut danser, Lucie, idéalement? Tous les jours. Tous les jours, oui, ça c'est l'idéal. Lucie Vincent, je voulais vous montrer cette vidéo qui est, vous allez voir, très très émouvante. Vous devez la connaître. C'est cette ancienne danseuse étoile du New York City Ballet qui s'appelle Maria Gonzalez, qui réagit presque instinctivement quand elle réécoute la musique du Lac des Cygnes. Regardez, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, elle a une maladie neurodégénérative. Je pense qu'elle a Alzheimer dans mes souvenirs. Et en fait, elle se souvient peut-être plus de sa famille proche, mais ça, instinctivement, les mouvements sont restés imprimés. Et donc, quand elle entend la musique, elle les refait. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là chez une personne comme ça? On a une mémoire du corps? Mais il y a une partie du cerveau très particulièrement dédiée à la mémoire du corps. C'est le cervelet ou le cérébellum, qui est comme un petit chignon derrière la tête. Et quand on apprend une coordination de mouvements, c'est cette partie qui envoie des messages pour récupérer les informations sensorielles qui reviennent du corps quand on est en train de faire une nouvelle coordination et qui ajuste les mouvements de manière à ce que ça devienne plus perfectionné. Et dans ce cervelet, on établit des réseaux assez fixes qui restent en place jusqu'à un âge très avancé et quand on oublie tout le reste, le cervelet se rappelle encore de ces coordinations que nous avons apprises. Et c'est vrai que ça, ce sont des images qui sont virales et qui ont fait beaucoup de bien. Et justement, en parlant de faire du bien, Adrien Chaboch, quand on ne peut pas danser soi-même, est-ce que, parce qu'on a des douleurs ou parce que parfois on n'ose pas, est-ce que regarder la danse, ça peut nous procurer du bien-être aussi? Totalement, triplement en fait. Déjà, premièrement, parce que lorsqu'on écoute la musique, comme on l'a dit, il va y avoir le rythme qui s'active et on active notre cortex moteur. Donc c'est vraiment comme si on était en train de faire le mouvement. Pour notre cerveau, l'illusion, c'est juste qu'on n'envoie pas l'information du mouvement dans le corps. C'est tout.
La deuxième chose, c'est une découverte absolument génialissime des années 90 par Rizzollati, un de mes plus grands chercheurs préférés. Ce sont les neurones miroirs. Alors, C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un, quand je suis en train de vous regarder, ou quand je regarde le public, vous êtes en train de me regarder, vous savez ce que je suis en train de faire. Mais ça va très loin, c'est-à-dire que dans votre tête, en même temps que je bouge mon doigt, il y a un groupe de neurones dans votre tête qui fait pareil. Et ce n'est pas juste du mimétisme, c'est du sens. C'est-à-dire que vous savez qu'avec mon doigt, je fais un mouvement qui a du sens et qui montre quelque chose. Vous le faites vraiment. C'est absolument merveilleux. Et quand on bouge la main, il y a quand même rarement des activités physiques. On utilise aussi la main, comme on l'a vu avec cette danseuse. Quand on bouge la main, on mobilise la moitié de notre cerveau. Donc, même si on ne peut pas beaucoup bouger, même si on est immobilisé, triplement, on participe rien qu'en regardant, rien qu'en s'absorbant. c'est fou ça. Alors on comprend que la danse agit profondément sur notre cerveau, sur nos émotions, même sur notre mémoire. Pourtant, elle a parfois suscité la méfiance, voire le scandale. Arnaud, vous avez mené l'enquête et vous avez remonté le fil de l'histoire. Ouais, ça peut être dingue. Lucie, vous nous avez expliqué que la danse, elle agit sur les émotions, notre cerveau et le rapport qu'on peut avoir aux autres. Mais justement, souvent, ce qui peut paraître fou, c'est qu'il y a des sociétés pour lesquelles ça a généré de l'inquiétude. Aujourd'hui, voir un couple qui danse une valse, pourtant ça paraît être la base, ça paraît complètement anodin. Pourtant, lorsqu'elle arrive dans les salons européens à la fin du XVIIe, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que jusque-là, les danses de société imposaient une certaine distance entre les partenaires. Avec la valse, pour la première fois, un homme et une femme se tiennent enlacés et tournent ensemble au milieu de tout le monde. À l'époque, il y a certains médecins et des moralistes qui s'alarment, les warnings sont comme ça, on accuse la valse de provoquer des vertiges, des émotions beaucoup trop fortes et surtout de détourner les jeunes filles de la vertu. Bref, c'est qu'une simple danse devient, le mot est fort, une menace pour l'ordre moral. Et un siècle et demi plus tard, même scénario qui se répète. Là, cette fois, c'est avec le King. Elvis Presley, dans l'Amérique bien conservatrice des années 50, son célèbre déhanché scandalise une partie du pays, le fameux « Oh yeah !» Il le tient bien. Les gens s'en remettent pas. Donc, il y a des émissions de télé, ça va jusqu'à un point où les réalisateurs télé choisissent de filmer uniquement la taille pour pas choquer les gens et pour ne pas montrer ces mouvements du bassin qui sont jugés trop suggestifs. Aujourd'hui, ça paraît même comique, mais à l'époque, certains éditorialistes voient dans Elvis carrément le symbole de la décadence de la jeunesse américaine. Tout le monde a honte d'un grand danseur, chanteur comme lui. Et dans les années 80, si je vous dis « on laisse pas bébé dans un coin », Titanic. évidemment, Leonardo DiCaprio. C'est la seule personne qui n'avait pas aimé Titanic. Non, mais là, c'est Dirty Dancing. Dirty Dancing. Vous avez dit Titanic pour de faux? Mais oui. Il danse sur l'avant du bateau. Ça m'a pas... Dirty Bon. Dancing. Dirty Dancing, j'ai adoré, bien sûr. Ah bon Non, pardon. On laisse pas bébé J'étais dans pas un du coin. tout. D'ailleurs, je l'écoutais parce que Ouais, c'est sympa. que ce soit bien clair. Je préfère être honnête. Merci de le dire. Au moins, c'est Enchaînez cash. tout de suite. Dirty Dancing, ça provoque des remous. Ça peut paraître dingue, on le regarde aujourd'hui, franchement, ça émoustille personne. Mais aujourd'hui, Quoi le film... Encore maintenant. Non, mais je veux dire, Oui. les gestes sont pas fous. Enfin, c'est magnifique, il y a une sensualité entre les deux qui choque pas aujourd'hui. Je trouve ça hyper enivrant, au contraire. Ça, Ah c'est oui, mon- non, c'est pas choquant. C'est pas choquant, il y a un truc qui se passe entre eux. C'est devenu culte, mais à sa sortie, il choque par sa manière d'aborder la sexualité féminine, le désir et l'émancipation. Et là encore, ce qui dérange, c'est pas juste la danse, mais c'est ce qu'elle raconte. C'est juste une jeune femme qui découvre sa liberté à travers son corps et son mouvement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui cristallisent autre chose, c'est le twerk. Je vais pas vous le mimer, mais c'est des danses. Oh, dommage. Je laisse Sarah qui nous a Ouais, fourni des dommage. vidéos de son week-end. Ouais, on fait va des- des toutes choses, à mon avis. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très sensuel. C'est des mouvements du bassin qui sont vraiment, on peut dire, bien marqués. Pour certains, il y en a qui disent que c'est hyper vulgaire ou hyper sexualisé. Pour d'autres, ça représente au contraire une forme d'expression corporelle et de la réappropriation du corps. Finalement, ce qu'on conclut de tout ça, c'est qu'à chaque fois, l'histoire se répète. Une nouvelle danse qui fait scandale. Et à chaque époque, ce qui choque, c'est pas seulement le mouvement, mais la liberté que ça incarne. Sarah, Oui. je suis sûre que vous avez fait danser les Français. Ah mais oui, on a dansé, on a laissé nos corps s'exprimer au rythme du tempo. Ah oui. Vous allez voir, ça leur a fait du bien. Est-ce que vous aimez danser? Et si oui, pourquoi? Oui, j'aime bien. Je trouve ça drôle et on peut un peu faire ce qu'on veut, quoi. C'est assez libre. J'aime beaucoup danser. C'est un moyen de faire du sport sans trop s'épuiser, un peu de s'exprimer. Je suis un peu dans ceux qui pensent qu'on peut s'exprimer à travers les mouvements. Justement, quand est-ce que danser, ça vous fait du bien? Moi, je vais plutôt danser en soirée. Pour à peu près toute situation, je pourrais un peu danser tout le temps. Ça nous empêche de penser à tous les problèmes de la vie actuelle. Moi, je pense qu'on est à plusieurs, à s'amuser ensemble, sans réfléchir, et juste on se libère. En général, vous dansez
dansez sur quel genre de musique? Ça va plutôt être de la musique lente, un peu style contemporain, tout ça. Bon, un peu tout ce qui passe. J'ai pas de préférence. Alors, Macumba, vous dansez dessus, quoi. Ah oui, on peut. Macumba, Macumba. Elle danse tous les soirs. Est-ce que vous trouvez que vous dansez bien? Je sais pas du tout. Faites un petit pas. Non. Largué qui cherche la bagarre, Macumba. Plutôt bien. Eh bien, on va faire une démonstration. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard Merci. Merci. Dreams come true. Je voulais vous faire vivre votre Non. rêve, mais Non, je n'y suis pas. Ok, Je sais bon, c'est pas pourquoi. Elle est enchaînée. Adrien, je me rabats sur vous. On parle beaucoup des bienfaits de la danse sur le moral et sur le cerveau. Mais sur le plan physique, est-ce qu'elle est aussi bénéfique, notamment pour le cœur? Ah, totalement, puisque de toute façon, c'est évidemment une activité physique. C'est vrai qu'on parle de danse sportive, et on salue tous les danseurs et danseuses sportifs qui sont à l'œuvre, parce que c'est un vrai sport de très très haut niveau, avec vraiment une excellence. Oui, c'est magnifique à exigeant voir. quand même, niveau cardio. Hein. Pas exigeant. Et justement, on va faire travailler le cœur comme une activité sportive impliquée. C'est-à-dire que l'équivalent d'une danse de 10-15 minutes, alors évidemment, comme vous l'avez très bien rappelé, il y a danse et danse, et certaines sont plus douces comme la valse, d'autres intermédiaires en termes de dépenses comme le rock, et beaucoup plus violents, par exemple, avec certaines formes de métal, par exemple, qui me concernent bien. Bah oui. Mais c'est l'équivalent quasiment de 15 minutes de marche active rapide. Donc on va faire fonctionner notre cœur, notre vaisseau, la circulation artérielle, la chaleur, l'irrigation du cerveau, l'irrigation par les jambes, par les mollets qui va ramener notre sang, c'est excellent. On va sécréter aussi des hormones de bien-être, de plaisir, de l'ocytocine, par exemple, si on danse avec quelqu'un, ce qui est quand même une hormone d'apaisement, c'est quand même fabuleux. Et d'attachement. Et d'attachement, exactement. Bref, que des qualités. Et en plus, toutes les études scientifiques ont montré, notamment pour les personnes d'un certain âge, qu'on réduit le nombre de chutes, on réduit le développement, la rapidité de développement des maladies neurodégénératives. Donc, c'est une fonction de préservation. Bref, la danse est au cœur de toute notre humanité. C'est assez fou. C'est quand même la seule activité où on associe l'activité physique impliquée, le lien social et l'émotion. Alors, justement, j'ai une question quand même qui me taraude. Il y a ceux qui apprennent, enfin en tout cas qui semblent naître avec le rythme dans la peau. On va regarder ce bébé, Lucie, vous n'allez pas me dire quand même qu'à la sortie du l'utérus, c'est pas quelque chose que moi je n'ai pas. Donc là, on sent quand même, je pense que c'est une petite fille à fou. Non mais regardez ces mignonneries, c'est pas possible. Donc ils ont quand même déjà une coordination, enfin elle a une coordination quand même assez innée, on a l'impression. Donc, et je vois Sarah, je me suis fait la réflexion tout à l'heure, elle a commencé, elle bouge juste un tout petit peu. On se dit, elle a la coordination et elle a le rythme dans la peau. Donc pourquoi est-ce que Sarah a davantage le rythme dans la peau que moi ou qu'Arnaud, par exemple? Mais c'est comme toutes nos qualités cérébrales. Hein. Il y en a qui naissent avec des talents, qui sont un peu plus doués que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à danser. Parce que tout le monde qui arrive en cours de danse dit « Ah, j'ai 2 pieds gauches ». Et on dit toujours « Mais oui, comme tout le monde avant de savoir danser ». On ne pense pas qu'on peut arriver dans une cuisine et savoir faire un soufflé. On apprend à faire un soufflé. Mais la danse, c'est un peu la même chose. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Et c'est probablement aussi parce que pendant qu'ils étaient petits, ils ont eu l'occasion de beaucoup bouger. Ils ont commencé à apprendre à se confronter à différents types d'objets dans leur environnement. Plus on lui donne de choses à monter dessus, à aller dedans, autour, ça développe aussi le cerveau. Arnaud, vous êtes parti vérifier sur le terrain comment certains pas de danse peuvent nous mettre de bonne humeur, vous. J'ai encore risqué ma vie. Oui, bah oui, comme d'habitude. Il est troyé, Lucie, vous allez voir, il arrive en hélico et tout. Là, je vous prends au sérieux, je vous envoie une bouteille à la mer. C'est-à-dire que vous, qui avez encore beaucoup de progrès à faire dans la danse, ça va être... Il y a tout à faire, Ouais, c'est pas mais des là, progrès. je pense savoir la bonne personne qui agit pour les gens comme vous qui sont en difficulté dans la danse et les gens aussi qui ont un peu le moral en berne. Il s'appelle Justin Neto. Vous en avez entendu parler ou pas? Oui, c'est un Brésilien. Exactement, brésilien. Et lui, il a une communauté de dingue. Il a des millions de suiveurs sur Instagram. Et lui, son idée, elle est simple, c'est utiliser la danse pour juste partager l'énergie et de la bonne humeur.
Notre journaliste Aurélie a toujours le même réflexe quand elle a le moral dans les chaussettes. Elle lance sa playlist préférée, et puis une épaule, une hanche, un pas, bref, elle danse et le sourire revient. Alors je l'ai envoyé rencontrer Justin Neto qui a fait de cette sensation sa spécialité. Ancien prof de sport au Brésil, Justin Neto a créé un concept ultra feel good. Des chorégraphies simples sur les plus grands tubes de la pop à faire chez soi. Sur Instagram, c'est devenu un phénomène avec plus de 3 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, ses couvre-affiches complets partout dans le monde. À Paris aussi, ses dernières masterclass se sont remplies en quelques heures. J'ai créé ce concept pour que les gens aient l'impression d'être dans un clip de danse. C'est une question de ressenti et pas de performance. Les participants se sentent comme Lady Gaga, Beyoncé ou encore Madonna. C'est cette vibe que je cherche, cette sensation d'être dans un clip. Franchement, c'est juste dingue. Franchement, c'est juste une super expérience. Peu importe le niveau, en fait, on s'en fiche. Juste, on a envie de se faire plaisir. Lorsque j'étais enfant, je ne correspondais pas vraiment au stéréotype du corps normal. Et pourtant, j'adorais danser. Mais à cette époque, les gens disaient « Tu ne peux pas danser, tu es gros ». Et ça me rendait très triste. La danse m'a appris à avoir confiance en moi, à m'aimer tel que j'étais. Aujourd'hui, j'essaie de transmettre cette énergie dans mes cours. Peu importe ton âge, d'où tu viens, ton corps, ce qui compte, c'est comment tu te sens, comment tu veux te sentir. On vient comme on est, on ne juge pas sur l'apparence, sur le niveau de danse, etc. Et on s'oublie complètement, il y a un lâcher-prise total et j'adore son énergie. Tout est facile avec Justin. Je suis venue comme je suis et voilà, et j'ai réussi, donc c'est le principal. J'ai pris du plaisir et c'était ça que je voulais. Ah mais vraiment, j'étais à fond, j'ai même pas respiré, je crois que j'ai même pas repris ma respiration. Bah, regardez mon état, déjà, je pense que ça se voit, j'ai tout donné. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces cours à Justin? Bah, c'est une vraie soupape de décompression, on oublie tout, la charge mentale, les soucis. Vous étiez peu à représenter la jante masculine, hein? J'étais tout seul, un peu grand, un peu disproportionné, mais c'était sympa quand même. Ça a donné vraiment de l'énergie, de la joie, bah, je le conseille, j'espère qu'il va revenir bientôt. Voilà. Parfois, au début de mon cours, je vois des gens très timides, inquiets. Certains me disent « Oh mon Dieu, je n'ai jamais dansé de ma vie ». Et puis à la fin, ils repartent plein de bonheur. Pour moi, c'est une vraie récompense. Impossible. Il vous a pas convaincu? Si, mais j'en rêve. Mais j'ai trop la honte. Ils sont à gauche, je serai à droite. Ils sont à droite, je serai à gauche, je serai en haut, je serai en bas. C'est pas possible. Oui, mais regardez déjà dans le sujet, il y a une des danseuses qui dit c'est trop bien parce qu'on ne se regarde pas, on n'est pas jugé, on sent que lui, il est en roue libre, il vous passe du Beyoncé, des Spice Girls, déjà la playlist, ça fait quand même rêver. Et c'est ça, elles ne souffrent pas dans ces cours-là du regard des autres, et c'est ce que je trouve assez génial avec lui. Et chez vous, suivez vraiment, parce qu'il est déjà sur Instagram, il est assez génial, et il donne rendez-vous de temps en temps. On peut s'inscrire à ses masterclass, j'appelle ça les masterclass, mais on peut aller suivre ses cours, et je pense que c'est vraiment une délivrance. Et justement, ma question là-dessus, c'est l'estime de soi là-dedans. Oui. Elle est récompensée parce que c'est clé, c'est-à-dire qu'on s'en fout de ce que pensent les autres. Et j'ai l'impression que quand on se regarde dans le miroir comme ça, si on a l'approbation un peu de ce gars-là, on a le moral qui revient quand même. Mais absolument, il y a toute cette partie de l'approbation de l'autre en face et puis notre détente parce qu'on est en train de faire les mêmes mouvements que tous les gens autour de nous. Mais je pense que la danse a une propriété vraiment particulière dans le sens où c'est une façon de mettre son corps en danger
C'est régulièrement. Et c'est très rare dans la vie qu'on fait quelque chose dont on a peur. Et ça, vraiment, ça peut vous être utile. Parce qu'en apprenant une nouvelle figure, une nouvelle chorégraphie, on sort de notre zone de confort et on doit essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas déjà fait. Quand on le réussit, petit à petit, peut-être que ça prend des semaines, mais un jour, on y arrive. Et ce retour sur un défi, qui a été un défi physique, qui a été maîtrisé, c'est vraiment enregistré dans le cerveau comme oui, après, on ne peut plus régresser, victoire. En fait. Oui, oui. Et d'autant plus, je rajouterai quelque chose, parce qu'on a parlé de la maladie d'Alzheimer. Dans cette maladie, les chercheurs ont montré que, effectivement, c'est très difficile de progresser, cérébralement parlant, avec cette maladie, sauf pour la danse. On peut encore apprendre de nouvelles figures de danse quand on a la maladie d'Alzheimer. Et ça donne de l'espoir. Bien sûr. Et ça donne du bien-être aux familles. Et un sens. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, et un but dans la journée. Enfin bon. D'ailleurs, si je peux me permettre, dans les unités protégées, dans les EHPAD, justement, avec les maladies neurodégénératives, tous les après-midi, ils dansent. Pendant 2-3 heures, ils leur mettent la musique et ils dansent. Et c'est très, très joyeux, d'ailleurs. Oui, très joyeux. Ah, Lucie Vincent, ben voilà, vous arrivez, il y a de la joie. Donc, merci 1000 fois de nous avoir éclairés et d'être venus sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Je vais rappeler votre livre. Faites danser votre cerveau, c'est passionnant. Franchement, je vous invite à le lire parce que vous allez en savoir beaucoup plus. Ça va vous donner envie de danser. C'est chez Odile Jacob. On a parlé de la danse comme d'un besoin profondément humain, mais pour certains, elle est bien plus qu'une activité ou un plaisir, c'est une vocation. Notre prochaine invitée a créé un podcast pour recueillir justement la parole de ces artistes qui ont consacré leur vie à la danse. Dorothée de Cabissol est avec nous et on l'accueille tout de suite. Bonjour Dorothée, bienvenue chez les fous. Alors Dorothée, depuis 2020, vous donnez la parole donc à celles et ceux qui vivent la danse au quotidien. Je rappelle donc votre podcast, c'est Tous danseurs, chorégraphes, donc interprètes, artistes. Vous les faites parler de leur passion, de leur parcours, de ce qui les pousse à danser. Et on retrouve d'ailleurs certaines de ces rencontres dans ce livre qui s'appelle Tous danseurs, 30 artistes qui font la danse d'aujourd'hui et de demain. C'est chez Marabout. Après toutes ces années à écouter des danseurs, qu'est-ce qui vous frappe le plus chez eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes qui ont cette passion? D'abord que leurs récits de danse sont passionnants. Et ça, c'était pas forcément gagné quand j'ai commencé l'aventure Tous danseurs. Est-ce qu'ils vont savoir mettre des mots sur leur art? Oui, sachant que leur façon de s'exprimer, c'est justement le mouvement. Ouais, c'est le corps. Donc ça, effectivement, je me suis aperçue sur la durée qu'ils ont une parole très juste, de qualité, et que ce podcast, Tous danseurs, relève une palette de sensibilité et de réflexion autour du mouvement. Et le truc qui est le plus important, c'est qu'ils sont tous épris de liberté. Ah ouais. Cédric Lapiche dit d'ailleurs que voir des gens danser, c'est voir des gens libres. Et je pense qu'en écoutant ces paroles dans le podcast Tous danseurs, on approche, on touche du doigt une forme de liberté. Et ça, c'est important. Et donc, vous dites, on est tous danseurs? On est tous danseurs. Oui, je suis convaincue qu'on est tous danseurs. Bon, il faut des exceptions aux règles. Si, moi, je suis convaincue qu'on a tous, depuis l'enfance, une part de danse, qu'on l'a peut-être oubliée, vous l'avez peut-être oubliée, et qu'elle demande juste à être reconvoquée, reconditionnée. Que danser, c'est hyper simple, qu'on n'a pas besoin d'avoir de bagages techniques très développés, qu'on peut danser même sans musique, dans le silence, devant sa glace. Et puis, être tous danseurs, ça va au-delà aussi de la danse. Pour moi, c'est une manière de voir la vie, d'être danseur de sa vie, de se mettre en mouvement. Et donc acteur aussi de sa vie. Et donc d'être acteur, et c'est une manière très positive de voir la vie, tout simplement. C'est vrai, vous avez raison. Alors donc vous donnez la parole aux danseurs, évidemment, mais à tous ceux aussi qui font vivre la danse, donc les chorégraphes, les directeurs de compagnie, les techniciens. C'était important pour vous de montrer que la danse, elle se résume pas à ce qu'on voit sur scène, qu'il y a tout cet environnement? Ben oui, il y a une fascination déjà pour la boîte à magie, pour le spectacle vivant. Le cœur battant, certes, ce sont les danseurs, les chorégraphes, mais il y a tous ceux qui gravitent autour. Comme là, aujourd'hui, je crois que oui, on est très entourés. Et pour moi, c'était important de leur donner aussi la parole et de recueillir leurs témoignages. Parmi toutes les rencontres que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement bouleversée, marquée? Il y en a beaucoup, mais allez, on va parler d'une, Alice Davazoglou, qui est trisomique. Elle se définit comme étant trisomique, normale et ordinaire. Mais elle est avant tout artiste.
Elle est danseuse et chorégraphe. Ça peut paraître incroyable, mais elle s'est émancipée par la danse. Elle a trouvé sa vocation dans la danse et aujourd'hui, elle vit de sa vie d'artiste. Et j'ai trouvé ça fascinant de voir qu'elle pouvait avoir une vie... être autonome finalement dans la vie par la danse. Oui, qu'on pouvait développer des talents totalement inattendus malgré le handicap. Ça, c'est quand même... Exactement. Ça, c'est porteur d'espoir, effectivement. Et donc là, on peut se dire que la danse émancipe, que la danse soigne, que la danse libère. Oui, en tout cas, il y a, le mot qui revient tout le temps, c'est la liberté. Exactement. Et que les récits de danse sont formidables à écouter. Et on va les écouter dans votre podcast. Merci beaucoup, Dorothée de Cabissol, d'être passée par notre plateau. Donc, merci à vous. Je vous invite tous à lire, donc tous danseurs, absolument merveilleux. Notre prochain invité, lui aussi, vit de la danse, il vit la danse au quotidien. On va accueillir tout de suite Yann Antonio. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes danseur hip-hop. C'est ça. Yann, vous avez choisi de faire dialoguer deux univers que tous semblent pourtant opposés. C'est la danse urbaine et la musique classique. Donc là, déjà, quand on a dit ça, on a tellement envie de voir. C'est-à-dire qu'en fait, vous dansez sur du Verdi ou sur du Mozart ou sur du Vivaldi. Et vous allez voir, c'est extrêmement poétique. On regarde. Je trouve ça tellement cohérent, en fait. C'est-à-dire que ce qui est fou dans votre travail, c'est que quand on voit ça, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Évidemment qu'on peut danser sur de la musique classique comme ça. Mais vous, qu'est-ce que ça vous permet d'exprimer que vous ne retrouvez pas ailleurs ? Déjà, c'était un rêve. C'était un rêve de pouvoir faire ça. Parce que moi, je viens d'une famille un peu d'artistes, où la danse, la musique, ça faisait partie Pourquoi vos parents étaient musiciens, danseurs ? Voilà, ma mère, elle était chanteuse gospel, mon grand-père, il était musicien, ma grand-mère était danseuse. Et on a 5 enfants et tout le monde danse. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était déjà dans ma famille, la danse, la musique. Et j'ai voulu faire comme mes grands frères. Parce que j'ai un de mes grands frères qui est danseur professionnel. Et moi, quand j'ai commencé la danse, c'était comme lui, avoir une grande carrière. Il fait de la danse classique ou il fait de la danse... Non, lui, il fait de la danse hip-hop. Il a dansé pour Madonna, Chris Brown, Usher. Et moi, quand j'ai commencé la danse, c'était de faire comme lui. Et un jour, il m'a montré un autre danseur qui s'appelle Lil Buck, un Américain qui dansait sur de la musique classique. Et dès qu'il m'a montré cette vidéo-là de ce danseur-là, ça m'a parlé. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux pas me mettre de limites. Je veux vraiment, on va dire, danser librement, même si je viens du hip-hop. Donc ça, c'est ce qui vous a inspiré ? Voilà, c'est ce danseur-là. Mais c'est de l'impro, vous, quand vous êtes sur scène, ou vous avez une chorégraphie en tête au milieu de cet orchestre? Non, c'est pas de l'improvisation, c'est du travail. Oui, c'est une vraie chorégraphie. Ça ressemble à de l'improvisation, mais c'est un travail qu'on fait dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Et qu'après, sur scène, ça donne cette impression-là de facilité, d'improvisation, mais c'est des heures et des heures de travail. L'objectif recherché, c'est que on ait l'impression que vous dansiez au gré de ce que vous entendez, en fait, de façon Moi, spontanée, je connais les partitions, et après, tellement j'ai travaillé en amont, je peux créer sur le moment même. Donc, c'est pas de l'improvisation, parce que tout ce que je fais, j'ai fait ça pendant des heures et des heures de travail. Alors, vous, on l'a vu, hein, vous dansez au milieu des musiciens, même parfois vous dansez dans l'orchestre. Ouais. Qu'est-ce que ça change par rapport à une scène traditionnelle ? C'est une émotion, je pourrais pas le dire, parce que c'est tellement puissant. D'avoir un tas de musiciens autour de soi et la musique est là, c'est comme si je me faisais emporter par la musique. J'essaye de donner vie à la danse à travers le mouvement, vraiment à travers la musique qu'ils sont en train de partager. Moi, je veux donner l'émotion avec mon mouvement. Ouais, en fait, vous faites corps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait. C'est ça, c'est donner l'émotion à la musique, mais à travers le mouvement. Alors, vous utilisez les réseaux sociaux pour mettre en avant votre art. Ouais. On peut le dire, ça cartonne. C'est vraiment un gros succès. Est-ce que votre idée aussi, c'est d'essayer de rendre la danse accessible au plus grand nombre ? Vous voulez propager la joie que procure la danse ?
Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une plateforme qui nous aide en tant qu'artiste à montrer son travail. Je sais que ce que je fais, c'est différent, c'est original. Et je veux montrer qu'il n'y a pas de limite, parce que l'art, il n'y a pas de limite. Et en tant que danseur, j'ai vraiment, on va dire, cette envie-là de montrer que tu peux être un danseur de hip-hop, venir du milieu urbain, mais pourquoi pas aller toucher aussi ailleurs et le partager aux autres. Ça peut permettre aux gens de s'imaginer, ah, mais c'est possible, s'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Mais et comme vous mettez en avant de la musique classique, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes, parce que vous êtes suivis par plein de jeunes, est-ce que vous réhabilitez, entre guillemets, la musique classique dans les oreilles des jeunes parce que... En tout cas, on me dit souvent que tu fais une sorte de pont, parce qu'il y a pas mal d'amis à moi, du coup, qui ne sont pas dans le milieu du classique, qui viennent me voir dans ces concerts-là, et ça leur fait du bien de voir quelque chose de différent, parce qu'ils n'ont pas grandi dans cet environnement-là. Et j'ai conscience qu'à travers ce que je fais, je peux être, on va dire, indirectement un pont qui permet à d'autres personnes d'autres environs de venir dedans. Et de découvrir cet univers voilà, qui, a priori, pour les jeunes, est quelque chose d'extrêmement lointain. Oui, c'est ça. Mais on est dans une ère où il faut s'adapter. Et je pense que la musique classique, bientôt, ça va prendre une nouvelle ère. Justement, vous parlez de vous adapter. Vous travaillez toujours avec le même orchestre ou vous changez de musicien régulièrement? J'ai la chance de travailler avec cet orchestre-là depuis 2021. Parce que moi, quand j'ai commencé à danser avec un orchestre, c'était un rêve. C'était quelque chose que j'avais affiché dans ma chambre en 2014. Après la première expérience que j'ai faite dans ma ville avec l'école de musique et le conservatoire. Ils m'ont donné cette chance-là de danser. Et je me suis dit, un jour, il faut que je danse dans les plus belles salles du monde. Et un jour, j'ai posté une vidéo... Il y a un chef d'orchestre autrichien qui m'a donné cette chance-là et lui, il tourne dans le monde, dans l'Europe. Donc ça veut dire que j'ai la chance de tourner régulièrement avec lui et faire pas mal de tournées. Et d'avoir vos automatismes. Ouais, voilà, moi, j'ai un concept, l'opéra-rap. Je chante en opéra sur, sur du rap. Peut-être que l'orchestre peut m'accompagner. Je fais du rap en opéra. Elle essaie de se placer, la petite. Mais oui, non, mais j'aime bien l'idée. Motivée. Vous allez discuter ensemble et bientôt on verra plus Sarah sur France 2, croyez-moi. Elle sera partout aux États-Unis en tournée, la fille. C'est ça. Oh là là. Bon, et si on passait à la pratique, Arnaud? Je crois que c'est mieux, c'est mieux à faire. Tout ce qu'on s'est dit. Par contre, vous venez avec moi. Tout le monde. Allez, tout le monde. J'ai pas le temps. Mais bien sûr, si, vous on va le prendre. Bon, je me mets derrière Adrien. La question est simple, est-ce que vous pouvez nous montrer des mouvements de base pour qu'on puisse éventuellement, pourquoi pas un jour, se faire repérer par un orchestre et vous accompagner? Ok. Bon, je ne connais pas votre niveau de danse, donc je donne des cours de danse pour les enfants, pour les adultes, donc ça veut dire que je vais faire quelque chose adapté à vous. Voilà. Sur une musique... C'est dit de manière très élégante. Sur une musique, on va dire... Moi, je pourrais peut-être pas trop me fatiguer parce que comme j'ai à faire... Je sais pas. Non, tout le monde peut danser. J'ai des rendez-vous, j'ai des... Donc, on va commencer sur un mouvement simple. En gros, on va faire moi, comme ça. Moi, là, je veux une parisienne. Donc, parisienne, parisienne. Et là, on avance. Et là, on recule. Et là, on fait pas parisienne de l'autre côté. On avance. Voilà. Eh bien, Agathe. Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Mais oui. Et là, on va faire des mouvements un peu plus compliqués. Ah non. Ouais. Allez, on est chaud. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez fait une vague, mais c'était pas trop ça. C'était pas... Là, on va essayer de faire une belle vague. On va aller là, et on va la pousser, prolonger comme ça. Là, l'autre sens. Et maintenant, on va avancer en même temps qu'on fait la vague. Et là, on recule. Et là, on reprend le refrain. Jamais été aussi concentré. Parisienne qui traverse de cheveux, qui s'en fout de la tour Eiffel. C'est ça que vous faites ça chez vous, hein? Parisienne, l'autre côté. Une parisienne. On avance. Et vous dansez bien, hein? Truc de fou. Et là... Wow. Ok. Cure-dent, arrête. Non mais c'est une blague. Le cure-dent, calme-toi. Oh là là, non mais attendez. Voilà. J'aimerais tellement faire ça. Hey! Oh là là. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai détruit. Je l'ai détruit. Il y a des danseurs là, on dirait. Ouais, allez, on va tous danser.
Bon, et bah c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je voudrais remercier tout le monde ici présent. Je remercie Arnaud, je remercie Yann, Antonio de nous avoir fait danser ce matin. Merci de nous avoir suivis. Arnaud, on doit discuter après parce qu'il fait une rechute. À demain, 9h55 sur France 2. Passez une bonne journée d'ici là. On vous embrasse très fort. Merci pour tout.